Alors à présent, nous allons passer à notre partie débat. Comme on a mentionné au début de notre édition, aujourd'hui, nous allons parler des suivis d'une visite du grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, Dr Ahmed Al-Tayyib, en Indonésie. Il s'avère que c'est une première en son genre, cette visite. Alors l'importance de cette visite est... surtout que l'Indonésie va accueillir très prochainement le prochain sommet islamique et pourquoi cette visite et c'est dans quel cadre elle a été effectuée et quels seront les efforts de l'Azhar actuellement afin de non seulement expliquer la tolérance de l'islam mais également de lutter contre une vague de terrorisme qui est vraiment effectué autour du monde au nom de l'islam, ce qui n'est pas vrai bien sûr. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Oussama Nabil, professeur à l'Université de l'Azhar. Bienvenue à notre programme. Bonjour. Alors, Dr Nabil, tout d'abord, en parlant avec vous avant d'entamer notre discussion, vous avez dit que cette visite est une première effectuée par Cheikh Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib en Indonésie. Bien sûr, c'est un effort loué. Mais ça pose encore une question. L'Indonésie est un des grands pays qui regroupe un large nombre de musulmans. Effectivement, en Indonésie, il y a le plus grand nombre de musulmans dans le monde. Oui. Et la majorité est sunnite. Oui. Donc, c'est normal que le grand imam accorde une visite spéciale pour ce pays où il y a aussi des étudiants qui apprennent à l'Azhar, où il y a le plus grand nombre des boursiers à l'Azhar. Donc l'échange culturel est normal. Donc c'est normal que le grand imam rende visite à ce pays, à ce grand pays qui attend depuis très longtemps cette visite. Et ce que vous ne savez pas peut-être que les habitants de ce pays accordent un respect spécial pour l'Azhar. Donc c'est pour eux, comme pour beaucoup de monde, de pays, l'Azhar est une référence importante pour les musulmans du monde et surtout l'Indonésie. C'est vrai que l'Indonésie, non seulement est un exemple à suivre en tant que dans son développement économique, mais aussi dans, on va dire, l'application de la religion. Ils sont quand même numéro un. On voit leur développement économique, on voit leur développement politique, on voit que l'infrastructure chez eux est assez développée, la culture est très développée, avec une culture islamique très riche. Vous dites que la plupart des étudiants indonésiens viennent à l'Azhar. Pourquoi nous n'avons pas réussi à être au même, on va dire, au même stade qu'eux, alors que ce sont nous qui leur avons offert la science? Vous avez raison de poser la question. L'Azhar est responsable de la formation intellectuelle et religieuse des étudiants. Et donc, et comme ils voient dans l'Azhar cette destination, donc sur le plan intellectuel, cela prouve que l'Azhar a en effet une influence frappante sur l'autre. Mais concernant l'évolution économique, je pense que ça dépend de la politique de l'économie de chaque pays. Donc ils ont géré leur pays d'une manière qui correspond aux sources naturelles et aux sources des pays en général. Donc c'est un exemple à suivre, un exemple. L'Égypte aussi doit chercher dans ses sources les moyens qui l'aident à sortir de cette crise économique actuelle. Pourtant, je trouve normal qu'on a une crise économique après deux révolutions, après une perturbation au niveau non seulement de l'intellect, mais aussi au niveau des mouvements politiques à l'intérieur, au sein du pays. Donc je pense que nous avons vécu une période de perturbation, de chaos, et maintenant on reprend, mais difficilement, mais Inch'Allah on va en sortir. Oui. Retournons encore une fois au rôle de l'Azhar au sein du monde musulman. L'Azhar, quand vous dites,
il était et il l'est toujours et il le sera vraiment le minaret de l'islam modéré dans le monde. Mais on a vu qu'il y avait une période au cours de laquelle il y avait une stagnation, non seulement du rôle de l'Azhar, mais de comment traiter les sujets stratégiques et d'urgence sur scène. En ce qui concerne, par exemple, la déformation de l'image de l'islam, en ce qui concerne les jeunes qui, aujourd'hui, par milliers, veulent joindre des groupes terroristes au nom de l'islam, parce que eux, ils ne savent pas vraiment l'esprit juste de l'islam. Le rôle de l'Azhar actuellement, comment il est différent et comment pouvaient les imams et les savants de l'Azhar vraiment interpréter ces sujets d'un langage connu et compris par les jeunes. Vous parlez, si j'ai bien compris, du discours religieux. En fait, le discours n'est plus uniquement religieux. Un vrai imam, à mon avis, doit avoir une connaissance satisfaisante dans tous les domaines de la vie. Non seulement connaissance en matière de la religion, mais aussi comment expliquer la religion selon le contexte actuel. Oui, mais pas seulement le discours, c'est-à-dire que l'Azhar doit jouer un rôle beaucoup plus grand à faire impliquer ces jeunes, la jeune génération, dans le monde tolérant de l'islam, à travers d'autres activités. Oui, bien sûr, mais ça c'est une partie des activités, structurer les imams, mais aussi l'Azhar, comme vous connaissez, a fondé l'Observatoire qui travaille sur ces questions, la correction des idées erronées, étudier la situation des musulmans dans le monde, les besoins des musulmans dans le monde de l'Azhar, comment l'Azhar répond à ces besoins. L'Azhar, enfin l'Observatoire, publie systématiquement des rapports importants sur l'islam, sur la situation des musulmans et aussi sur la situation des groupes déviants. C'est le rôle de l'Observatoire actuellement. L'Observatoire aussi sort à l'extérieur pour entrer en contact direct avec le monde extérieur, non seulement à travers les conférences et les forums, mais aussi à travers des caravanes de paix. Donc nous parcourons le monde pour expliquer le vrai islam avec la langue du pays, la culture du pays. Oui. Il y a aussi à l'Azhar, il y a le centre du dialogue. Le centre du dialogue joue aussi un rôle important avec l'autre. L'autre, c'est-à-dire les différents, ceux qui n'ont pas musulmans. Et expliquer aux non-musulmans le vrai islam et surtout comment l'islam a établi les liens entre les musulmans et les non-musulmans. D'une autre partie, je pense que c'est un moyen qui complète le rôle de l'observatoire aussi, mais à travers le dialogue avec les non-musulmans. Il y a aussi Beit el-Ilm, qui est la maison de la famille, qui réunit non seulement les Azharites, mais aussi l'Église égyptienne. Donc l'Azhar essaye de travailler sur plusieurs axes pour arriver à un objectif qui est d'abord expliquer en général le vrai islam, établir les liens avec les non-musulmans, corriger les idées erronées, restructurer les imams. Donc les missions, pas la mission de l'Azhar, est devenue multiple et les défis sont multiples, mais l'Azhar fait un grand effort à ce sujet. Et je pense que dans un an ou un an et demi,
tous ces secteurs ont été établis à Al-Azhar et fonctionnent et ils sont actifs. Je pense à un travail loué, mais il faut quand même que ce travail soit manifesté et déclaré par les médias aussi. Oui. Donc le média a un rôle. Notre rôle, vous jouez vraiment, pour votre chaîne, il faut l'avouer, vous jouez votre rôle. Nous attendons plus de coopération. Docteur Hossam, est-ce qu'on peut dire que l'un des problèmes de l'Azhar a été de ne pas s'adapter rapidement à son temps? Il a eu du mal à se moderniser et à changer ses méthodes. Par exemple, si on lit des auteurs qui datent depuis un certain temps, comme Tahar Hussein par exemple, on se plaignait de la méthode. On a du mal à s'adapter aux nouvelles technologies, par exemple, Facebook, Twitter. Il y a énormément d'autres réseaux sociaux. Est-ce que là, peut-être, on a manqué de se renouveler? Tout à fait, mais maintenant on a cassé la barrière. On a le Facebook, on a Twitter, on a des sites électroniques, donc l'Azhar maintenant est bien équipé avec les moyens modernes. Est-ce que vous pensez que ça a vraiment fait défaut durant ces dernières années? Bien sûr. Pourquoi l'Azhar a recommencé à travailler selon les moyens modernes? C'est pour cela vraiment il a fait défaut. Hein. Il aurait dû utiliser ces moyens depuis longtemps. Oui. Oui. Et si on parle concrètement de cette dernière visite du grand imam de l'Azhar en Indonésie, quels sont les résultats de cette visite sur le terrain? Est-ce qu'il y a des accords qui ont été signés ou des étudiants qui vont venir, des savants musulmans égyptiens qui vont aller là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'Indonésie est un grand pays. Oui. Elle n'a pas besoin de l'Azhar de former des imams parce que déjà leurs étudiants ont été formés à l'Azhar. Mais à mon avis, l'objectif essentiel ou la réussite de cette visite est due non seulement à la présence du grand imam en tant que Cheikh Al-Azhar, mais aussi à l'avertissement que le grand imam a lancé là-bas. Ils ont des défis, l'Indonésie, ils ont deux défis. Les activités chiites, qui essayent de diviser les Indonésiens en chiites et sunnites, et l'expansion des chiites, par des moyens, à mon avis, qui invitent à la division plus qu'au rapprochement. Deuxièmement, il y a comme vous dites tout à l'heure, il y a des jeunes qui rejoignent Daesh de l'Indonésie. Donc il fallait expliquer ou montrer cette situation aux Indonésiens et aussi proposer des solutions. Et expliquer aussi que l'islam condamne les mouvements violents et que l'islam n'a jamais invité ni à la violence ni au terrorisme. Donc, je pense que c'est deux axes qui sont importants pendant la visite et les Indonésiens en avaient besoin et aux côtés de la bouche du grand imam. Il faut dire que le grand imam il a été décoré, on lui a donné un Exactement. C'est un signe, je pense, que, comme vous venez de le dire, que l'Indonésie respecte cette institution. Il respecte beaucoup. Je ne sais pas, vous avez certainement vu dans les images que des milliers de personnes qui ont accueilli le grand imam. Le grand imam a été accueilli plus qu'un roi. Donc, et il a été accueilli également par le président bien sûr, le Premier ministre. Bien sûr. Et je crois que dans les mois qui viennent, vous allez voir beaucoup plus d'activités du grand imam sur l'échelle internationale. Ce serait super. Également, vous avez parlé, Dr Hossam Nabil, de l'observatoire de l'Azhar. Le rôle actuel de cet observatoire, je crois qu'il y a un développement de ce rôle. Ce n'est pas uniquement la même théorie avec laquelle il a commencé aujourd'hui, il s'adapte de plus en plus aux défis actuels. Bien sûr. Écoutez, les éléments de cet observatoire sont complètement différents. La formation des chercheurs qui travaillent dans cet observatoire, ils ont une double formation. Non seulement les langues, mais aussi la culture musulmane. Et ils ont un contact direct avec l'Occident et l'Orient.
Donc, ils sont ouverts et ils comprennent très bien la mentalité de l'autre. De là, à mon avis, vient la réussite de cet observatoire. Et je peux ajouter aussi que la preuve que l'observatoire commence à être écouté, certains journaux et revues de l'Occident nous suivent de très près et suivent les publications, et je reçois des mails disant voilà, nous avons besoin plus d'articles, plus d'avis religieux, plus d'informations sur les musulmans de l'Europe, par exemple, et surtout la France. Donc, je pense pendant 9 mois, l'observatoire, la date de la naissance de l'observatoire est depuis 9 mois, je pense que cet observatoire commence à faire écho dans le monde, mais on ne peut pas vraiment faire une étude des statistiques sur l'écho de l'observatoire dans le monde, mais il y a un écho. Il y a des agences de presse qui écrivent souvent sur cet observatoire, qui analysent parfois nos avis et nos publications. Ah, il faut dire que vous avez une chaîne de télévision qui est... Pas encore. Pas encore? Pas encore. D'accord. Elle est en route. On sait qu'elle est en arabe. Est-ce qu'il est prévu qu'elle soit aussi en langue étrangère? Qu'on commence par l'arabe, et puis bien sûr nous avons les éléments qui gèrent cette... Parce que ce serait aussi une méthode bien sûr. De diffuser Non, c'est important. Mais très C'est important, important. bien sûr. Comme on dit que Al-Azhar est une institution universelle, donc il faut que Al-Azhar parle en langue plurielle. Exactement. Oui, c'est vrai. Alors là, cette visite en Indonésie, ça reflète le rôle de l'Azhar, peut-être en Asie, mais également l'Afrique a beaucoup de besoin de l'existence de l'Azhar à travers ses imams et ses activités. Tout à fait. L'Azhar existe en Afrique réellement. Il y a beaucoup de missions en Afrique, il y a beaucoup d'enseignants de l'Azhar qui sont en Afrique, il y a beaucoup d'imams qui sont en Afrique. L'Afrique, je pense que l'Azhar répond à l'Afrique plus qu'à un autre coin dans le monde. Maintenant, on pense plus aussi à l'Europe. Bien sûr. Alors, je vais vous demander aussi, il y a 2 semaines, en février à peu près, le Cheikh Ahmed Taïeb a accueilli un responsable du Vatican sur la demande de Dr Ahmed Taïeb afin de reprendre un dialogue entre l'Azhar et le Vatican pour justement que d'un point de vue médiatique global, on voit que les 2 grandes institutions, avec les 2 grandes religions actuellement au monde, sont en bonne entente. Est-ce que vous trouvez que c'est une initiative justement qui est très importante à ce moment-là? Bien sûr, mais juste une petite correction. Le grand imam n'a pas réussi oui, le vice-imam, c'est lui qui l'a reçu, avec le professeur Zazo, l'ancien ex-ministre de Warf, et moi j'étais présent dans la réunion, et vraiment c'était une rencontre chaleureuse. Et nous avons accueilli la demande, et même c'était officiel. Le vice-imam a transmis le message, qui était un message écrit, et c'était un geste de gentillesse, de courtoisie du pape. Et je pense que la demande du pape est actuellement entre les mains du grand imam, et il étudie comment on peut reprendre le dialogue avec le Vatican après une période de rupture. La rencontre des 2, ce serait historique. C'est important, c'est une responsabilité à l'égard de l'humanité. Oui, exactement. Oui. Alors, moi, je suivais, au cours des dernières années, il y avait toujours des camps organisés pour accueillir les jeunes musulmans du monde entier, parrainés par l'Azhar. C'était à Alexandrie, je crois, au cours des vacances. Pour ces jeunes qui vraiment aidaient beaucoup à découvrir l'autre musulman. Et également à faire le lien entre toute la jeune génération à travers également des professeurs, des savants qui donnaient des cours concernant
comment agir dans la vie et comment vraiment être un bon musulman qui respecte l'humanité et l'autre. Est-ce que ce genre d'activité existe toujours? Il existe toujours, hein. Donc ces colonies de vacances avec l'autre existent toujours et l'Azhar, je pense, met l'accent sur les jeunes. Oui. Il faut protéger, et le grand témoin petit de jour, il faut protéger les jeunes, il faut travailler avec les jeunes, il faut profiter des jeunes. Donc nous, les vieux... Mais non, vous êtes les experts. Mais parce que, oui, avant, on avait accueilli 2 filles qui avaient contribué à ce sorte d'activité, qui disaient c'était la première fois, 2 Égyptiennes, la première fois qu'elles retrouvent et qu'elles rencontrent des Africaines qui voulaient parler l'arabe, qui voulaient bien apprendre la civilisation égyptienne et également connaître beaucoup plus sur la religion. Alors, quand vous venez de le mentionner, c'est cette génération qui est le point de mire de toutes nos activités, puisque également ce sont les cibles de quelques groupes terroristes autour du monde. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut protéger les jeunes contre les idées erronées des groupes terroristes. Et d'ailleurs, les jeunes représentent la force du pays, donc il ne faut pas les perdre. Il faut tenir vraiment à les protéger, à les fournir par les bonnes informations, les informations correctes, et non seulement sur l'islam, mais aussi sur la patrie. Il faut quand même nourrir les jeunes par les idées patriotiques. Et la religion n'est pas contre le patriotisme, contrairement à ce que certains prétendent. Oui. Alors, Dr Oussama Nabil, professeur à l'université de l'Azhar, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous représentez l'islam que nous avons toujours connu, qu'on connaît et dont on a été élevé. Donc merci à vous d'avoir été des nôtres et on espère que vous serez régulièrement parmi nous justement pour montrer cette image de l'islam. Avec grand plaisir. Merci, bonne journée. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci bien pour votre attention et bonne journée sur la LTV. Au revoir.